Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans le podcast Science, Sport, Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Notre invité du jour n'est autre que Vincent Côté, kinésiologue et propriétaire fondateur de l'entreprise Impulsion Kin, qui propose de la préparation physique à tous les niveaux. De par son expérience de coordinateur du programme de haute performance en aviron au Québec, nous allons parler avec Vincent de la problématique de la préparation physique en aviron. Allez, on se retrouve tout de suite avec Vincent. Salut Vincent, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. En France, là, on commence à avoir des températures un peu fraîches. Pour s'entraîner dehors, il faut être un peu plus motivé, mais ça va. Après, moi, je dis ça, toi, tu es au Canada, j'imagine que les températures sont bien plus fraîches. On a eu de la neige il y a quelques semaines, mais présentement, là, à Montréal, il n'y a pas de neige. Il fait autour de 0 degré. Nous, les quais sont retirés de l'eau là, pour l'hiver, mais je sais que dans l'ouest du pays, ça rame encore avec la même motivation que vous devez avoir. Bah ouais, exactement. Ah, vous pouvez plus ramer parce que c'est gelé ou parce que tu veux pas les faire ramer l'hiver? Nous autres, généralement, ça gèle à partir du mois de décembre environ. Les températures passent sous zéro, puis ça devient beaucoup plus problématique de ramer. Je sais que même, tu sais, selon la province, dans les prairies au Canada, là, les lacs sont probablement gelés actuellement. Fait que ça dépend où on est, hein. C'est un grand pays, là, mais normalement, nos centres d'entraînement sont en Colombie-Britannique, là, dans l'ouest du Canada. Puis là, on peut ramer à l'année, mais ça reste très froid là, en décembre, janvier, là. Ouais, j'imagine que ça doit être bien compliqué. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas forcément? Tout à fait. Mon nom, c'est Vincent Côté. Je suis kinésiologue au Canada, ici, là, au Québec, et entraîneur d'aviron. D'accord, bah justement, on a envie de parler d'aviron aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es arrivé dans ce beau sport? Est-ce que tu l'as pratiqué ou tu t'as toujours été entraîneur? Non, mais j'ai commencé à ramer, j'avais 11 ans. En fait, je voulais suivre mon grand frère, là, j'étais un joueur de tennis à la base, là, puis j'ai bifurqué pour suivre mon grand frère, puis on a ramé nos années juniors ensemble. On a ramé pour l'équipe provinciale ici au Québec. Puis j'ai décidé de continuer. Tu sais, me suis perfectionné tranquillement comme entraîneur en même temps parce que j'aimais bien ça comme emploi d'été. Mais j'ai continué à ramer jusqu'à 29 ans. Donc, j'ai ramé club, j'ai ramé équipe provinciale, j'ai fait le centre national à 2 reprises. Donc voilà, j'ai pris de l'expérience sur l'eau et dans la chaloupe. Du coup, tu connais les deux versants et ça, je pense que c'est important. Souvent, ce qu'on dit, un entraîneur qui s'est jamais entraîné, c'est un peu un imposteur, on va dire. On peut, on peut dire ça comme ça, mais effectivement, les années de pratique et d'expérimentation, là, moi, je suis très kinesthésique. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique comme entraîneur, puis maintenant comme préparateur physique aussi. Ok. Et du coup, t'as fait quoi comme formation? T'as eu quoi comme diplôme pour pratiquer ta fonction de coach en aviron? En aviron, en fait, on a un programme fédéral pour, en fait, dans tous les sports, là, mais aviron, on a un programme fédéral avec Sport Canada pour devenir entraîneur. Et à l'époque où moi, j'ai fait mes formations, c'était des niveaux de 1 à 5. Donc, dans le fond, niveau 5, c'est les entraîneurs des équipes nationales qui font leur niveau 5. Niveau 4 aussi, là, c'est entraîneurs nationaux. Puis niveau 3, c'est entraîneurs provinciaux. Fait que moi, j'ai fait mon niveau 3, puis je me suis occupé de différentes équipes provinciales pendant une douzaine d'années. Donc ça, c'est la formation aviron entraînement. Puis parallèlement, ben, j'étais aussi à l'école. Donc après avoir fait, nous autres, notre système scolaire est un peu différent. Mais après avoir fait mes années collégiales, je suis allé faire un bac en droit, puis une maîtrise en droit, puis j'ai décidé, parce que j'aimais trop l'aviron, puis trop l'entraînement, d'aller faire un nouveau bac en kin. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à l'université. Ouais, je vois ça. Bah après, c'est important d'avoir plein de billes, enfin plein comment dire, de flèches à son arc Ah, c'est ça, tout à fait. Ouais. pour être le plus compétent possible. Et du coup, toi, tu préfères l'entraînement du coup un peu plus physique, on va dire, physiologique, etc. Ou vraiment l'entraînement technique pur et dur en bateau?
T'es plutôt dans quelle optique? Après, peut-être les deux, hein, je sais pas. Ouais, en fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'entraînement physique pour les athlètes, peu importe leur sport maintenant. Mais je pense que je suis aussi un féru d'efficacité, donc j'aime beaucoup la biomécanique. Alors, tout ce qui est entraînement du mouvement de rame, moi, je me suis beaucoup intéressé à maximiser l'effort, tu sais, dans un mouvement techniquement puissant. Fait que la biomécanique du sport, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup à l'époque. Puis maintenant, ben, je le transmets dans les différentes pratiques que je fais avec les athlètes de différents sports avec lesquels on travaille. Ouais, bah j'imagine. En plus, les deux sont liés parce qu'au final, quand tu agis sur la technique, tu t'essayes en fait de rendre le coup d'aviron le plus, enfin, qu'il ait un meilleur rendement et du coup, tu vois l'impact également physiologique à côté, j'imagine. Tout à fait, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est de rendre le coup le plus facile possible, puis le plus efficace pour que quand on décide d'aller fort ou d'aller vite, ben là, tu sais, on fait vraiment des gains intéressants. On pourrait dire en fait qu'on fait un sport de feignant un peu, non? Ouais, ben en fait, on souhaite que tous les sports soient des sports de feignants, comme ça, on est efficace, puis après ça, ben, quand on travaille fort, ben là, on peut passer en avant des autres. Ouais, bah ouais, exactement. Puis toujours dans le relâchement, on va dire, parce que souvent, on pense que voilà, l'aviron, c'est un sport de brutasse et tout, mais au final, pas du tout. Enfin, après, c'est ce que je pense. Ma vision, c'est que c'est vraiment un sport bah, de sensation et de glisse. Et au final, il faut être vraiment tout dans le relâchement. Et après, je pense, de toute façon, dans la plupart des sports, le relâchement, c'est vraiment la clé du succès. Après, c'est mon avis, Tout mais. à fait. Hmm. Voilà, c'est un bon avis. Les sports de glisse, en général, on peut penser au ski de fond, entre autres. Tu sais, quand on a besoin de produire un effort, puis après ça, je veux dire, capitaliser sur cet effort-là, c'est important d'avoir un moment où on est plus relax. Fait que quand on rame tu sais, dans un bateau, sur l'eau, ou qu'on peut ramer sur l'ergomètre, c'est sûr que la propulsion, c'est le moment où on est relativement engagé. Puis après ça, c'est sur le retour, c'est notre moment de récupération. Fait que c'est là que c'est important de relaxer, puis de bien intégrer la respiration aussi là, dans le mouvement comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai que on n'en parle pas souvent, je trouve, et pas assez, tu vois, en avion, en tout cas en France, j'ai l'impression, au niveau de la respiration, tu vois. Parce que c'est un peu délicat selon la cadence à laquelle tu rames. Enfin, on a besoin de ventiler, genre, à une intensité qui est très élevée, mais des fois, c'est assez délicat parce qu'on sait pas trop quand poser, en fait, notre respiration. C'est pas comme en vélo ou en course à pied où, au final, on se pose pas trop la question. En aviron, j'ai l'impression, des fois, bah, on est un peu plus, on va dire, restreint par rapport à ces cycles respiratoires. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis parfaitement d'accord. Puis en fait, il y a un parallèle à faire entre l'entraînement physique puis le mouvement de rame. Moi, j'ai tout le temps aimé comparer le mouvement de rame avec un mouvement d'haltérophilie. Puis la respiration, ça se fait un peu de la même manière. Tu sais, quand on descend dans un squat, c'est important de respirer avant de descendre, puis d'avoir les muscles tout bien engagés au niveau du corps, au niveau du gainage. Donc, les muscles du tronc sont solides, sont forts, puis on peut après ça déployer notre squat puis remonter à la verticale. Mais quand on rame, c'est important de la même manière là, au moment de la prise de pression. Donc, au moment où on met la rame dans l'eau, puis on est compressé vers la position à l'attaque. Ce mouvement-là, c'est important d'avoir le ventre plein d'air puis les muscles du tronc très engagés pour être capable d'aller chercher le maximum d'effort sur les jambes, mais sans perdre cet effort-là entre les jambes et la main qui tient la rame. Fait que le tronc entre les deux, c'est important. Puis pour être capable d'engager comme il faut, c'est là que c'est important d'avoir le plus d'air possible dans le ventre. Donc moi, je dis le temps, gonfle le ventre quand tu vas te préparer là, à donner ton coup, puis expire lors de la fin de ton coup. Puis j'ai une petite anecdote très drôle, là, mais quand j'avais 11 ans, puis j'ai commencé à ramer dans mon petit club local, il y avait un poster des championnats du monde poids léger de 1992 sur le mur. Puis c'était un double français, puis le gars qui était assis dans le siège numéro un, là, tu sais, qui est le siège, je vais dire des mots peut-être que vous ne disiez pas en France, là, mais le bao, dans le fond, là, c'est lui qui est à la barre. Il avait les joues pleines d'air, puis il expirait vraiment lors du mouvement du dégagé. Fait que ça m'a tout le temps marqué. Je me suis dit, ah, c'est là que je dois expirer parce que ce gars-là, qui est sur l'équipe de France,
le fait. Fait que ça fait quand même 30 ans. Là. Ouais, c'est drôle. C'est vrai que Ouais, c'est tout drôle. à fait. J'aimerais bien parler avec toi de ta démarche, on va dire, au niveau programmation d'entraînement, etc. C'est quoi un peu la démarche typique que tu as pour un athlète, bah, pas forcément de haut niveau, tu vois, mais un athlète qui voudrait performer en aviron, qu'est-ce que tu fais pour qu'il atteigne enfin, son plein potentiel? Je sais que c'est une question très large, tu vois, mais qu'est-ce que tu mets en place en premier, plus au niveau préparation physique, enfin, au Mhm. niveau des entraînements pour ça. Ouais, je peux parler un peu de préparation physique parce que ça a beaucoup changé avec le temps. Tu sais, au Mm, début, moi, j'étais très filière énergétique, puis tu sais, les systèmes aérobie, anaérobie, puis on faisait le maximum là-dedans. Puis maintenant, on s'est intéressé plus à la force, puis à la puissance. Tu sais, quand on comprend que l'aviron, c'est un sport cardiovasculaire, oui, mais c'est aussi un sport de puissance. Et plus je suis puissant à chaque coup, plus je peux propulser mon bateau, ben, l'entraînement de la force devient vraiment pertinent. Puis pour entraîner la force, je reviens à ce que je disais au début, là, au niveau de l'efficacité, ben, il faut aussi que notre mouvement soit techniquement euh, le plus efficace possible. Donc pour ça, je veux m'assurer d'avoir une belle mobilité, une bonne mobilité. Règle générale, chez les jeunes athlètes, le problème, c'est souvent les amplitudes de mouvement. Tu sais, on va avoir de la difficulté à toucher ses orteils quand on se penche par en avant parce que, par exemple, les ischio-jambiers sont vraiment courts. Donc, la priorité, nous autres, qu'on fait en premier quand on travaille avec un athlète, c'est qu'il gagne, dans le fond, sa mobilité, ses amplitudes de mouvement, de sorte qu'après ça, il est capable de reproduire la meilleure technique possible pour être le plus efficace possible. Fait qu'en ordre, on place à la base de la pyramide l'entraînement des amplitudes de mouvement puis de la mobilité. Puis ensuite, on va travailler sur la force. Puis là, ben, selon le niveau de l'athlète, son âge, son expérience et surtout sa capacité à respecter les consignes, on va travailler de plus en plus lourd. Puis on se gêne pas. Là. Il peut lever très, très lourd s'il le fait bien. mm, Puis mm. ensuite, on va travailler plus sur l'aspect vitesse. Donc, force-vitesse, force-accélération. Puis là, bon, on travaille sur la puissance dans ce temps-là. Donc, à ce moment-là, on peut faire dans le gym, on peut travailler là-dessus. Puis après ça, ben, on met l'athlète dans le bateau. Puis là, ben, la différence est flagrante. Pour travailler Fait que ça, la force un peu vitesse, puissance, comme tu dis, tu fais quoi? Enfin, tu lui donnes quoi comme peut-être un tempo à respecter avec un nombre de séries et répétitions? Tu pourrais nous en dire un peu plus? ouais, tout à fait. En fait, nous, notre méthode, notre façon de travailler dans mon entreprise maintenant là, avec les athlètes, on va travailler en puissance de différentes façons. Si on veut faire un geste spécifique de puissance, on peut travailler sur un tempo ou par exemple un mouvement explosif comme l'épaulé, par exemple. Mm, mm. L'épaulé puis le mouvement de rame, c'est quand même assez similaire. Donc, c'est toute la portion soulevée de terre un peu plus lente, puis quand on arrive à la hauteur du genou, explosif, en gardant la barre près du corps, puis on va chercher notre épaulé. Ça, c'est une façon de travailler la puissance qui est intéressante, mais c'est très technique. Puis des fois, certains athlètes, on peut utiliser d'autres méthodes aussi pour aller chercher de la puissance. Moi, j'adore les méthodes de contraste où on va travailler en force, puis tout de suite après, on va travailler en vitesse. Mm, mm. Les méthodes comme ça où on a le contraste entre les deux, ben, ça permet souvent d'avoir un geste qui est on va lever un petit peu plus lourd sans nécessairement avoir une technique avancée en haltérophilie. Tu sais, je parlais du squat tantôt. Je peux lever un squat très lourd et tout de suite après faire des sauts répétés, par exemple, ou saut sur une boîte ou saut de haie. Puis l'idée de lever lourd puis de stimuler le système nerveux avec un mouvement très, très lourd, puis après ça, de l'utiliser dans un geste de vitesse, on fait des gains super intéressants en puissance après ça. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant comme approche. Moi, je te le dis, je suis totalement en accord avec toi. Au niveau de la force, c'est une qualité qu'il faut absolument développer en aviron. Et malheureusement, en France, on n'en fait pas assez, je trouve. Enfin, en tout cas, le programme fédéral, il n'en donne pas assez. Et si tu veux, moi, si tu veux, ils donnent en fait, ils disent de faire de la force spé. Si tu veux, en gros, c'est faire du rameur en mettant le volet à 10 ou en mettant un tendeur sur le bateau. Moi, j'ai mon propre avis là-dessus.
Mais moi, j'aimerais bien avoir ton avis du coup là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de technique qui, en gros, pour eux, l'objectif, c'est de gagner en force en faisant ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a plusieurs façons d'entraîner la force. Je pense qu'il y a des méthodes qui vont toujours faire leur preuve, là. Tu sais, le bateau avec de la résistance, c'est sûr que c'est une méthode, Mhm. mais nous, personnellement, c'est aussi une méthode qui cause beaucoup de blessures. Euh, Ouais. de faire juste du spécifique, peut-être avec des athlètes de très haut niveau, oui, ça va bien, l'athlète est déjà bien bâti, puis mais pour un Mhm. jeune qui se développe, s'il passe l'année à faire du spécifique, naturellement, tu sais, il va finir par avoir un débalancement musculaire, par exemple. Puis, tu sais, nous, les kinésiologues, notre responsabilité souvent, c'est de refaire ce que le sport défait. Fait que, tu sais, un bon rameur n'est pas nécessairement un bon athlète, mais un bon athlète peut être un bon rameur. C'est ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'un athlète, ça a un dos droit, ça n'a pas de blessure nulle part. L'idée, c'est de bâtir ça en premier. Donc, pour nous, puis parce qu'on a justement une particularité saisonnière où au Canada, l'hiver, il peut faire -20, -25. On ne peut pas nécessairement ramer à l'année, surtout au Québec. Donc, nous, on passe beaucoup plus de temps dans le gym, à faire de l'entraînement physique. Mhm. Puis après ça, on va ramer beaucoup sur les ergomètres. Ça, c'est sûr et certain, mais pour garder l'intérêt d'un jeune qui s'entraîne, je ne peux pas lui demander de faire 3 heures d'ergomètre par jour. Là, il va trouver ça excessivement plate. Donc, en travaillant avec la force physique, la musculation, par exemple, des choses un petit peu plus variées, on réussit à maintenir un intérêt, puis en augmentant progressivement après ça le volume d'entraînement spécifique, comme l'athlète se développe, ben là, on réussit à garder l'intérêt, mais on développe aussi des athlètes qui sont forts, qui sont résilients, puis qui ne sont pas blessés. Et c'est surtout ça le plus important. T'sais. Un athlète blessé, ben, c'est pas un athlète qui a du fun. Là, il est assis puis il attend. Ouais. Ouais, c'est clair. Puis s'il y a blessure, c'est que il y a, enfin, il y a une erreur. Peut-être Ouais, pas dire une erreur, parce qu'une blessure, c'est pas forcément ça. Je pense qu'une blessure, ça fait quand même partie de l'apprentissage, parce que quelqu'un qui se blesse pas, au final, c'est pas quelqu'un qui a. Enfin, je dis pas qu'il faut se blesser, hein, mais c'est pas quelqu'un qui a essayé de toucher un peu certaines limites. Après, ça dépend d'où vient la blessure, ouais. c'est sûr. Mais Ben, je peux te tu donner sais, mon opinion ouais. là-dessus, en fait. Puis c'est intéressant parce que là, je viens juste de mettre un nouvel article de blog en ligne sur notre site Internet. Puis c'est justement la préparation physique. C'est quoi le rôle de la préparation physique dans la prévention des blessures? Puis tu sais, il y a deux types de blessures. La première blessure, c'est une blessure d'impact. Tu sais, par exemple, je Ouais. joue au Mhm. volleyball, je tombe sur ma cheville, je me fais une entorse. Tu sais, ça, c'est difficile à éviter. Par contre, une blessure chronique, qui est une blessure qui arrive lentement puis qui s'installe à force de faire des répétitions qui ont peut-être un petit défaut technique ou ça, c'est une blessure qui est évitable. Puis, tu sais, on va se dire, oui, c'est bon de se blesser pour apprendre, mais moi, trouve tout le temps que c'est une question de gestion du risque aussi. Tu sais, j'ai un nombre d'heures d'entraînement important à faire. Si je manque 2 semaines parce que je suis blessé, j'ai quand même perdu 2 semaines. Pour revenir au niveau où j'étais 2 semaines avant, ça va me prendre 2 autres semaines. J'ai perdu un mois. Donc, la gestion des blessures, ça devient une chose qui est vraiment importante. Puis prendre le risque, par exemple, dire je vais essayer de lever un petit peu plus lourd, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, un peu plus fort. Moi, je dis tout le temps, prends ton risque en compétition parce que tu es rendu en compétition, mais à l'entraînement, assure-toi de respecter un cadre où tu es capable de pousser au maximum la machine, mais sans nécessairement prendre un risque important. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je vois le plus, c'est par exemple si tu te blesses une fois, bon, ça peut arriver, tu vois, même si tu as tout fait pour pas que ça arrive. Mais si ça arrive une deuxième fois, la même blessure, là, c'est une vraie erreur. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais. faut que ça arrive qu'une fois, tu vois. Enfin, après, c'est mon avis, C'est sûr. Puis, tu sais, moi, en fait, je mais... fais ce que je fais un peu parce que j'ai eu une blessure sérieuse au dos à la fin de mes années juniors. Puis, j'ai jamais, tu sais, il y a personne qui m'a jamais dit pourquoi je m'étais blessé. Mais Ouais. après ça, tu sais, bon, dans ces années-là, on faisait un peu de physio, mais tu sais, ça change rien. Puis moi, j'étais curieux, j'étais comme, je veux pas me reblesser. J'ai tellement pas aimé ça. Tu sais que j'ai manqué une compétition importante. Après ça, ça a pris quelques mois là, avant de retrouver mes capacités. Puis j'ai décidé de m'impliquer comme entraîneur pour justement éviter Éviter, que mes ouais. athlètes fassent ça. Puis éventuellement, je suis poussé plus loin en allant faire le bac en kin.
Puis là, ben maintenant, comme préparateur physique, tu sais, moi j'ai une grande fierté, là, c'est que mon groupe de rameurs, tu sais, qui font leur préparation physique ici, là, à mon centre, il y en a aucun qui est blessé au dos. Puis quand on a commencé, quand en fait sont venus me chercher là, pour que je recommence à travailler avec le groupe, c'est qu'ils avaient tous des douleurs au dos. Puis tu sais, en 3 ans, on a tassé ça. Puis là, on a créé des athlètes qui sont résilients, qui sont forts. Puis ça, je suis très, très content de ça. Ouais. Bah, c'est cool, tu peux être content. C'est sûr que moi, c'est vrai que si on m'écoute là, ce que je dis, si t'es si t'es entraîneur, tu dis bon bah je vais tous les blesser là C'est comme ça. ça, et puis et puis après ils vont vite comprendre ce qui se passe. Non Exact. non non, mais en vrai t'as raison dans la démarche, c'est sûr, hein. Ouais. Euh, ne pensez pas que je suis en train de dire qu'il faut absolument se blesser, hein. Je dis juste que dans certains cas, et bah voilà, ça fait partie un peu Ben, de connaître ses limites, l'apprentissage, quoi. effectivement, ça permet de Ouais, vraiment voilà, connaître ses limites, puis peut-être être un petit peu plus curieux aussi sur pourquoi je c'est m'entraîne. ça, ouais, exactement. Et du coup, j'aimerais bien parler un peu de tes méthodes d'entraînement. Tu nous as parlé un peu du coup, de préparation physique, un peu plus dans le gym, en Mhm. musculation, qui est vachement axé sur la force. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, parce que je pense que la force, c'est une qualité qui doit être, comment dire, travaillée, mais vraiment spécifiquement. Comme je l'ai dit avant, tu vois, je t'avais expliqué des exercices pour développer, entre guillemets, la force, en mettant le drag fighter au maximum sur l'ergomètre, etc. Mais pour moi, ça sert pas à grand-chose, après c'est mon avis. Et autant développer spécifiquement justement cette force, bah, en musculation, quoi, et pas faire 100 répétitions, etc. Des choses qu'on pourrait retrouver dans le sport lui-même. Et du coup, je voulais savoir plus par rapport à ton entraînement, comment dire, sur ergomètre, etc., en préparation d'un 2000 mètres. T'es comment au niveau de programmation? T'es plus sur quelque chose qui est polarisé, si tu connais un peu, ou autre? Enfin, comment tu Ouais, ben, procèdes? moi, je connais l'entraînement polarisé. En fait, tu sais, il y a tellement de façons d'entraîner que moi, ça va dépendre de l'expérience puis de l'âge de l'athlète en premier. Tu sais, donc, je vais utiliser une méthode peut-être plus classique là, de progression par mésocycle avec un athlète qui est plus jeune. Mhm. Puis éventuellement, la progression elle va devenir plus complexe avec un athlète qui a plus d'expérience. Puis je vais amener une périodisation par bloc en fonction justement de Mhm. l'évaluation, si jamais c'est un 2000 mètres, si c'est une compétition, c'est quoi l'importance aussi dans ma programmation, dans ma périodisation annuelle. Je vais prendre ça en Ouais. considération. Tu fais de la surcharge progressive ou Ouais, pas du tout? ouais, avec les athlètes plus jeunes surtout, on est en surcharge progressive basée sur des mésocycles de 4 semaines. Euh, Ok. Après ça, tu sais, ça peut changer en fonction du calendrier de compétition, puis pendant la période de compétition, ça va être différent, mais on travaille beaucoup maintenant aussi avec des athlètes plus avancés avec de la périodisation par bloc pour pouvoir maintenir Mhm. des acquis pendant justement la période de compétition surtout, là où je pense que c'est le plus important. Mais règle générale, tu sais, on suit, nous autres, on essaie de suivre une méthode ou une façon où on passe un mésocycle où on met plus l'accent, par exemple, sur, je veux dire, la force hypertrophie parce qu'on veut préparer les articulations à notre bloc de force qui va être le mésocycle suivant. Puis là, ben, quand on Mhm. travaille sur la force, là, on est vraiment plus très lourd, système nerveux. Il va quand même avoir des composantes accessoires pour supporter toute cette charge-là que l'athlète va faire pendant un certain nombre de semaines. Puis ensuite, on tombe sur notre bloc de puissance ou de force-vitesse. Puis là, selon les sports, ça peut arriver des fois qu'on étire un peu. Puis avec les rameurs, entre autres, on va travailler un petit peu plus en puissance-endurance. Donc, des puissances répétées, mais on n'en fait pas énormément parce que justement, ils donnent tellement de coups de rame dans une semaine que c'est faire de Mhm. la force endurance ou de la puissance endurance avec un rameur qui répète le geste déjà à l'entraînement. C'est un peu perdre Ouais. son temps, à mon avis. Euh, C'est ça. Bah, je pense pareil. ouais, On essaye de faire au plus spécifique, mais au final, ce qui est le plus spécifique de la discipline, c'est faire la discipline, quoi. Autant travailler quelque chose qu'on n'est pas capable de travailler en bateau, quoi. C'est ça, après, enfin, c'est exact. ce que je pense, après. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est peut-être justement plus facile de faire des gains en force quand on a plus de résistance ou quand Mm, mm. mes athlètes, ils lèvent très lourd là, pour leur poids.
c'est assez impressionnant. Puis, tu sais, ça montre l'exemple pour les autres sports aussi. Là. Tu sais, l'aviron, c'est comme si c'est juste un sport de puissance. Ben, tu sais, après ça, si j'ai un joueur de volleyball qui joue à côté, il va regarder, il va dire waouh, ça c'est lourd. Là. Fait il va vouloir faire la même chose. Tu sais. Fait que, ultimement, tu Ouais. sais, on va passer selon notre périodisation annuelle tu sais, de 3 à 4 ou 5 séances de musculation par semaine. Ah ouais. Vraiment, là, ouais, ouais, vraiment, vraiment. Tu sais, on en met, puis tu sais, ben, on passe plus de temps quand même tu sais, sur nos filières énergétiques, donc massivement Mm. Là, en aérobie. là, 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 en disant 4 à 5 séances de muscu par semaine, tu vas en choquer beaucoup, je pense. Ah oui, Là, tu sûrement, vas oui. choquer. Sûrement, oui. Ah, mais en France, là, il y en a, ils vont tomber de leur chaise, là, en entendant Ah, ça. probablement, mais si vous saviez comment ça fonctionne, là, tu sais, moi, mais je vous l'ai dit, hein, tu sais, Bah, oui. nos athlètes sont pas blessés, ils sont très, très, très forts, là, tu sais, je sais Mm, pas, mm. j'ai un athlète poids léger présentement qui lève 3 fois son poids, là, au back squat, là, Ouais, c'est intéressant, impressionnant. c'est très intéressant, puis en fait, c'est qu'après ça, quand il embarque dans le bateau, tu sais, le bateau, il est léger, là, fait que lui, répéter le geste, il revient des championnats canadiens, nous autres, les championnats canadiens, c'était au début novembre. Il a fait dans les meilleurs temps au Canada, là, tu sais. Puis il a 19 ans, là, tu sais, c'est pas. Puis il pèse 160 ben, là, 70 kilos, 72 kilos peut-être. Là. Ah ouais. Donc c'est impressionnant, mais c'est ça, ça fonctionne. Puis après ça, ben, on prend le temps de le faire, mais on passe quand même plus de temps en filière aérobie. Là. Tu sais, on va travailler beaucoup, beaucoup sur le cardio parce que c'est principalement c'est très, très c'est massif. Le cardio, c'est la capacité d'entraînement, tu sais, c'est la capacité de récupérer Mm, mm. aussi. Donc, pour nous autres, Mm, mm. beaucoup de méthodes d'entraînement, mais on travaille beaucoup en intervalles. Puis on va travailler beaucoup avec des petits intervalles, 40 secondes on, 20 secondes off, à peu près à 70% de notre 2000, de notre puissance aérobie maximale. On va travailler avec Ok. des cibles comme ça par rapport aux différents systèmes énergétiques qu'on veut entraîner. Mais règle générale, on passe beaucoup de temps en puissance aérobie, endurance aérobie. Ouais, en gros, ouais, c'est de l'entraînement polarisé, un peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision de l'entraînement. Personnellement, je m'entraîne maintenant quasi que comme ça. Et bah, j'ai vu vraiment le déclic, tu vois, Après, je fais pas que de l'aviron, mais en vélo ou autre, je Ouais. trouve dans les sports d'endurance, vraiment, la base, enfin, l'entraînement aérobie, tu vois, c'est ultra important. Et moi, ce qui me gêne souvent, tu vois, en tout cas en France, ce que je vois, c'est que, tu vois, on appelle ça des B1 en gros, tu vois, basse intensité, tu vois, en Ouais. France, on appelle ça B1. Et souvent, c'est fait, mais beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que c'est un peu. Tout le monde le fait à fond, tu vois, alors que il faut raballer son ego des fois et aller beaucoup plus lentement, quoi. Ouais, oui, exactement. Puis, tu sais, nous autres, moi, je donne souvent des consignes. C'est facile de s'en rappeler, mais tu sais, si tu t'entraînes puis tu es capable de parler avec la personne à côté de toi, Ouais. ben, tu as la bonne intensité pour faire de la basse intensité. Si, Ouais, mais tu vois, ouais, tu vois, mais ça, c'est un peu le problème, c'est que les gens, si tu veux, ils associent tout le temps, enfin, la plupart du temps, un entraînement comme ça, tu vois, pour eux, c'est un entraînement qui sert à rien, tu vois, parce que la plupart du temps, on s'imagine énormément les sportifs de haut niveau, tu vois, faire que des entraînements à la mort, parce que sur Instagram, sur YouTube, sur tout ce que tu veux, au final, tu vois des vidéos d'eux que quand ils sont bah, à haute intensité, tu vois. Et je pense que du coup, les gens, ils savent pas qu'au final, il y a énormément de volume. La majorité du volume, en mhm. tout cas sur bateau ou sur l'ergo, bah, c'est à basse intensité, quoi. C'est pas super fashion. Bah ouais, ça donne pas envie, c'est sûr. Si tu vois sur l'ergo, le gars il fait 1 heure et demie d'ergo à basse intensité, c'est sûr que ça donne pas envie. Alors que si Ouais. tu le vois en train de faire des 500 ou je sais pas quoi, tu dis ah ouais, ça claque. Non, c'est clair, c'est ça. Le mec est. Faudrait faire une vidéo très accélérée, là. Mais voilà, fait que Ouais. finalement, tu sais, ça veut du polarisé 80-20, tu sais, on va en faire, mais tu sais, même je touche pas, presque pas l'anaérobie lactique pendant l'hiver. Nous autres, c'est notre saison de préparation générale. Tu sais, on va rembarquer plus en spécifique à partir de février. Notre saison de compétition, c'est vraiment tu sais, juin, juillet, août. Donc, on va en mettre un peu, mais pas tout le temps. Tu sais. Puis on va chercher des gains de toute façon en faisant l'entraînement croisé, la musculation. Fait que Mhm.
ça va jouer, mais ouais, tout à fait. On va y toucher quand même là, à l'entraînement en aérobie. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu utilises quoi pour identifier tes intensités? Est-ce que comme tu dis, tu utilises juste un peu enfin, la fréquence cardiaque, tu m'as parlé de la fréquence cardiaque, des indices un peu comment on peut dire ça, de perception de l'effort. Ouais, Je pense que ouais, tu on connais peut-être travaille. Ouais, ouais, l'échelle RPE, etc. Enfin, tu utilises quoi? Ou peut-être d'autres variables physiologiques? nous autres, on va travailler avec l'échelle de Borg. C'est peut-être similaire à votre échelle RPE. C'est une échelle de Ouais, c'est ça. perception d'effort, puis, mais pas tant, pas beaucoup avec les athlètes. Je l'utilise plus avec tu sais, les gens qui ont moins d'expérience en entraînement. Euh, les athlètes, on travaille beaucoup avec des cibles. Tu sais, à la base, tu sais, si en musculation, je fais des pourcentages pour travailler différents types de forces puis faire des gains, je vais faire la même chose avec mes filières énergétiques. Donc, on va faire un test de puissance aérobie maximale. On peut le faire tu sais, soit un 2000 mètres, ça va nous donner un résultat qui devient notre 100%, mais on peut aussi faire un Mhm. step test. Puis à ce moment-là, un test par palier où je vais aller chercher ma puissance aérobie maximale. Puis là, ben, à ce moment-là, mon wattage devient mon 100%. Puis on va travailler des intensités relativement élevées en intervalle 85-95% de notre puissance aérobie maximale. Donc ça, c'est peu importe ta fréquence cardiaque, tu as une cible en watts, tu dois le faire. Mhm. Et c'est plus Mhm. lorsqu'on fait de la basse intensité où là, on va mettre les ceintures de fréquence cardiaque pour s'assurer que la fréquence cardiaque n'augmente pas trop. Puis à ce moment-là, on sait qu'on travaille dans la bonne filière. Si jamais je vois que la fréquence cardiaque augmente assez haut, il y a des bons indices de croire qu'on est en train de changer de filière énergétique. Fait que c'est là où on va dire, bah, garde ton battement en bas de 140 ou autour de 140. Puis on sait de toute façon que la fréquence cardiaque, il y a plein d'autres facteurs qui vont l'influencer. Mhm. Si j'ai mangé avant, après, la température extérieure, mon niveau de La fatigue, c'est fatigue. tous des Mhm. aspects qui ne concernent pas tant l'entraînement, mais qui vont avoir un impact sur la fréquence cardiaque. Donc, moi, j'utilise, mais vraiment seulement pour un petit indicateur, là, plus quand on travaille à basse intensité. Ouais, bien sûr, bah, je suis carrément d'accord avec toi. Bah ouais, tu peux utiliser la fréquence cardiaque. Après, tu as énuméré un peu les limites de celle-ci par rapport à la température, le niveau de fatigue, etc. Et est-ce que des prises de lactate, par exemple, pour identifier bah, cette première zone d'entraînement de basse intensité, est-ce que tu aimerais bien faire ça ou On a, tu n'en aurais pas besoin? J'en ai déjà fait dans ma pratique. Justement, on faisait nos tests une fois par mois pour vérifier le niveau de lactate au niveau des intensités. C'est un bon outil, mais ça reste quand même assez lourd à À appliquer. mettre en C'est place? ça, Ouais. ça crée. C'est cher aussi. Ben, ça finit par être cher en languette, là. Mais Ouais, c'est les languettes. je pense que dans un souci d'éducation, c'est important, mais éventuellement, on a d'autres outils avec lesquels on est capable de travailler, qui est peut-être un petit peu moins lourd là, à exploiter, qui fonctionnent bien, comme justement, je disais la fréquence cardiaque à basse intensité, ou simplement tester puis donner des pourcentages pour travailler dans les bonnes filières. Nous autres, on a un professeur d'université au Québec qui s'appelle Guy Thibault, qui a fait énormément de recherches en physiologie de l'exercice, qui est très, très, très. Il a réussi à le vulgariser. Il a écrit un livre qui encadre quand même assez bien les pourcentages d'efforts pour travailler dans certaines filières énergétiques. C'est devenu une référence. Il a été longtemps directeur scientifique de l'Institut national du sport qui est situé à Montréal. Mhm. Tu sais, moi, par ça, tu sais, je vais être plus guidé vers ça que d'autres types de méthodes. Il y a une grande influence sur ma pratique, ça, c'est clair. Fait que oui, lactate, on l'a déjà fait, on a appris comment le faire, mais bon, tu sais, c'est ça, c'est un petit peu plus lourd à exploiter, là. Ouais, ouais, bah oui, je le comprends. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être bien pour des gens de très haut niveau, mais au final, pour des gens, enfin, des gens qui, qui, qui visent pas forcément le haut niveau, je pense qu'on peut faire autrement, comme tu l'as dit, avec la fréquence cardiaque. Il y a plein d'autres méthodes qui sont déjà moins coûteuses et ouais, qui demandent moins de ressources, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, ultimement, selon le niveau de l'athlète aussi,
moi, j'expérimentais ça, là, mais tu sais, ça amène aussi une fatigue mentale, là, de tu sais, tout le temps être testé avec de plus en plus de chiffres. Mhm. Tu sais, des fois, on peut pas expliquer pourquoi le lactate est plus élevé une journée. Puis Ouais. ça finit Mm. par jouer un peu dans la tête de certains athlètes. Moi, je me souviens que c'était un cas là, c'est genre comme fallait juste calmer la personne parce que elle s'explique pas pourquoi. Puis on respectait quand même les protocoles, on essayait de travailler dans la bonne zone. Puis des fois, j'ai juste l'impression qu'il y a encore beaucoup de recherches qui pourraient être faites là-dessus pour savoir est-ce que tout le monde a tout le temps le même cadre au niveau du lactate, où il y en a qui en produisent plus ou moins, selon quelle façon. Je pense qu'il y a encore de la recherche qui peut être faite là-dedans. Là. Ah oui, 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 c'est clair. Bah déjà, on parle plus d'acide lactique, donc c'est déjà, c'est déjà une bonne chose. Mais oui, et effectivement, ouais, le lactate, ça reste quand même ouais, encore en recherche. Enfin, tu vois encore énormément de papiers sur le sujet. On n'est pas à fond fond des connaissances, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, pour revenir un peu à cette idée de polarisation, toi, tes intensités intenses, tu m'as parlé du coup de 40-20, donc des intervalles très courts. Est-ce que ça t'arrive de faire des intervalles un peu plus longs et peut-être des intervalles pour viser le deuxième seuil? Enfin, je sais pas, est-ce que tu pourrais nous dire? Et est-ce que tu pourrais nous dire également, est-ce que ça t'arrive de proposer des entraînements sur la zone 2, tu vois, celle qui est un peu grise quand, Mhm. quand on parle de polarisation, tu vois? Ouais. Enfin, Oui, oui, puis tu sais, je vais corriger là, quand je parle des intervalles 40-20, c'est plus dans une optique d'entraînement à basse intensité. Donc, tu sais, je parlais d'un 65 à 70% peut-être de notre puissance aérobie maximale. L'idée, dans le fond, du 40-20, il y a une question de rythme là-dedans, mais il y a une question aussi de qualité technique. Si, par exemple, je suis capable de faire 40 intervalles de 40 secondes sur 20 secondes, j'ai ramé pendant 40 minutes, mais j'accumule moins de fatigue au niveau physique que si je fais mhm. mon 40 minutes en continu. Puis au niveau de l'aspect plus travailler sur le rythme ou le rythme, l'effort perçu, on peut aussi se donner des cibles, d'avoir par exemple de maintenir le même split 40 fois pendant nos 40 secondes on avec un split aux 500 mètres identique à chaque fois. C'est du travail de contrôle là, qui devient vraiment intéressant quand on va sur l'eau après, puis là, on commence à ramer en continu, puis notre rythme, notre effort est constant, ça va très bien, mais surtout aussi le 20 secondes de repos nous permet de récupérer un peu, puis de maintenir une meilleure qualité technique sur l'effort prolongé, avec ces petites pauses-là de rien du tout. Puis ça permet aussi de travailler dans une intensité légèrement plus élevée que la basse intensité, mais on n'accumule pas justement la même fatigue que si je travaillais dans cette zone-là. Là, tu parlais de zone 2. Ça pourrait être similaire, je pense. En tout cas, si on parle des mêmes zones, euh, c'est quelque chose qui est très, très intéressant à exploiter. Puis moi, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Puis, tu sais, on bâtit des entraînements comme. On a commencé avec le groupe actuel. J'ai commencé avec le groupe que j'entraîne depuis les 4 dernières années. 3 fois, 10 fois, 40 on, 20 off. Donc, 40 secondes sur 20 secondes, 10 fois, 3 fois, 30 minutes. Et maintenant, on est rendu dans l'année où on arrive à un moment où on fait 3 fois, 40 fois. Fait que ça permet de mettre un volume vraiment intéressant, mais j'ajoutais juste 2 ou 3 intervalles par mois. Donc, à chaque mois, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis les jeunes qui avaient 16-17 ans, maintenant, ils ont 19-20 ans. Euh, Ils sont capables de faire des entraînements de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures là, en continu, ou même en intervalle comme ça, là, puis ils supportent vraiment bien. Fait que ça, c'est une façon Ouais. intéressante. Au niveau des intensités avec lesquelles on travaille, nous, c'est ça, moi, je vais revenir à Guy Thibault, là, qui a beaucoup fait de recherches là-dessus. On va travailler surtout à des intensités de 85% de la puissance aérobie maximale lorsqu'on est en endurance aérobie. Donc, des intervalles qui vont durer 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, puis on peut allonger. Là. Plus on va vers le spécifique, plus on allonge la durée de l'intervalle. Puis on va travailler à 95% de la puissance aérobie maximale dans des intervalles de 1 minute pour travailler sur notre puissance aérobie maximale.
Donc, ça, Mhm. les 1 minute vont devenir 1 minute 15, 1 minute 30. Puis là, ben, on allonge en fonction de la spécificité là, de la saison. Puis éventuellement, tu sais, oui, on va faire tu sais, des 1 000 mètres, des 500 mètres, des 2 000 période de compétition pour se préparer aussi mentalement puis avoir un bon plan de course. Fait qu'on va décortiquer plus de façon spécifique rendu là. Ok, ouais, ouais, c'est intéressant parce que tu vois, c'est le genre d'intervalle qu'on retrouve pas en France, tu vois. Après, moi, perso, je fais un peu, on va dire, mon propre programme, on va dire. Je l'expérimente, enfin, je m'auto-expérimente, si tu veux. Ben oui, c'est Et important. bah ouais, et moi, enfin, moi, j'aime bien faire, du coup, comme tu l'as dit, des intervalles assez courts au final où tu développes PMA, donc sur des intervalles, enfin, courts. Entre guillemets, on pourrait dire PMA long, tu vois. Ce que je suis en train d'expérimenter, c'est faire de la PMA longue, donc c'est souvent, on dit entre 1 minute et 3 minutes. Mhm. Je pense qu'au-dessus de 3 minutes, c'est compliqué de faire plusieurs intervalles, plusieurs répétitions Ça va prendre à beaucoup de PMA. repos, beaucoup de repos. Ouais, exactement. Et à côté, j'essaye aussi de faire de la PMA courte, tu vois. Donc plus ce genre du... Bah au début, tu sais, le truc basique qu'on entend, c'est voilà, 30-30. Mais essayer de pincer un peu la récup, tu vois, passer sur peut-être du 40-20 ou du 30-15, tu vois. Ouais. Et ça, faire beaucoup de répétitions et pas forcément beaucoup de séries pour essayer d'en fait de là c'est pas vraiment la PMA que j'essaie de travailler mais c'est plus le temps de soutien à VO2 max, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que je vais soutenir un effort, tu vois, avec quand même une certaine puissance, mais vu que pendant la phase de récup elle est active, tu vois, ma fréquence cardiaque et ma consommation d'oxygène, tu vois, elle va pas forcément beaucoup diminuer, mais en même temps je vais quand même avoir un repos musculaire qui va me permettre de continuer ces répétitions et au final maintenir une VO2 max assez longtemps. Et c'est le genre de choses, tu vois, que j'expérimente parce que c'est des choses qu'on retrouve, bah, tu vois, dans plein d'autres sports d'endurance, tu vois, genre bah, le cyclisme, Ouais. la course à pied. Et bah, en natation, moi, par contre, je me connais pas trop, donc je pourrais pas m'avancer. Et, euh, et c'est quelque chose qu'en aviron, en France, on n'a pas du tout. Si tu veux, en France, ce qui se passe, c'est soit du B1, donc c'est basse intensité, ou soit c'est du B2, tu vois, et c'est des séries, des intervalles de 20, 25 minutes, tu vois. Et au final, on touche jamais à la réelle, l'intensité cible, tu vois. Et ce que je trouve ça dommage, c'est que au final, l'intensité du test, tu vois, du test ergo, enfin l'intensité de course, enfin l'intensité qu'on retrouve bah, au final quand on doit être performant, Ouais. on la retrouve pas forcément en entraînement. Et ça, je trouve ça des fois dommage et un peu illogique, tu vois. C'est comme si un mec qui fait du 3000 mètres sur piste, et ben le gars, il fait jamais d'allure spécifique, tu vois. Tu dirais ça à un mec qui court et il dit, ah, mais qu'est-ce que tu racontes Enfin, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Non, je comprends, mais en fait, tu sais, je vais devoir terminer avec toi parce que dans quelques minutes, je vais être en évaluation avec une athlète. Euh, Ah, mince. mais je vais pouvoir en fait te dire, tu sais, je pense que il y a vraiment beaucoup de façons d'entraîner puis d'arriver à des résultats. Euh, Mhm, Moi, j'ai tout le temps aimé essayer d'entraîner les athlètes avec lesquels je travaille de la manière la plus efficace possible pour obtenir les résultats. Tu sais, je reviens à ce que j'ai dit au début, mais surtout aussi pour que les athlètes aient du plaisir à le faire. Tu sais, qu'il y a du plaisir, puis mhm, pour eux autres, bien sûr. c'est le fun. Tu sais, t'arrives, puis tu t'entraînes, puis t'arrives à quelque chose de le fun qui te permet d'avoir après ça des résultats. Puis, tu sais, moi, avec les années, tu sais, j'ai eu le temps de. Moi, j'aime beaucoup travailler avec tu sais, les âges juniors, là, tu sais, 14, 17, 19 ans, là, tu sais, par exemple, tu sais, dans ces âges-là, là, avant qu'ils aillent dans les centres nationaux. Mais tu sais, on a quand même, avec nos méthodes, peut-être un peu différentes de ce qu'on propose en France. Puis ce Mhm. qui était différent de ce qu'ils proposaient au Canada aussi à l'époque. Moi, j'étais précurseur, là. J'essayais des choses, puis j'ai eu plusieurs champions canadiens juniors, tu sais, qui sortent de mon club, puis de mon programme au fil des années. Puis on a gagné plusieurs médailles tu sais, à différentes compétitions ici en Amérique. Puis il y a des athlètes moi, j'ai recruté à l'école secondaire, puis quelques années plus tard, ils ramaient dans des championnats du monde. Fait que c'est là où on voit qu'avec peut-être pas le même volume, on réussit à avoir des résultats vraiment intéressants. Fait que quand on augmente le volume après avec le type d'entraînement qu'on fait, on réussit à atteindre des sommets qui sont particulièrement intéressants. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est clair. Après, je reviens un peu sur ce que j'ai dit.
je suis pas en train de dire non plus que le programme qui est proposé, tu vois, il est mauvais. Je pense qu'il n'y a pas de programme qui est vraiment désastreuse quand tu suis la logique de ce qui est demandé, tu vois. Je pense qu'il y a toujours un peu une logique de progression, mais des fois, il faut trouver plus le côté optimal de la chose, quoi. Enfin, Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est important de continuer à se poser des questions puis de challenger les choses qui sont déjà en place. Sinon, on ferait du surplace. bah ouais, exactement, tu vois. J'aime bien essayer de voir un peu ce qui se fait à côté, etc. Être curieux, et je pense que c'est important bah, si on fait le même programme pendant 40 ans, voilà, au bout d'un moment, il faut essayer de faire des choses un peu différentes, etc. Tenter des choses, mais c'est sûr que des fois, bah, ça marche, des fois, ça marche pas, mais si on tente pas, on saura pas, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais être obligé de te quitter, mais tu sais, Ouais, je vous invite quand même. Il y a plusieurs articles de blog intéressants qu'on met sur notre site Internet. Le site, c'est impulsionkincayenne.com. Puis, tu sais, pour revenir sur la prévention des blessures, ou même, on a fait plusieurs capsules sur notre compte Instagram sur les blessures reliées à la technique de RAM. Donc, ça peut être intéressant d'aller faire un tour pour les gens qui écoutent, puis peut-être de s'informer. Moi, j'ai remarqué là, que même si je suis au Québec, c'est en France que les articles sont les plus consultés sur notre site Internet. bah écoute, je mettrai un lien en description dans le podcast sur Instagram et sur YouTube et sur les autres plateformes également si c'est possible. Ouais. Bon, ben excellent. Merci beaucoup. Bah écoute Vincent, je te remercie de ta disponibilité et c'était hyper intéressant de parler avec toi, de voir un peu ce qui se fait ailleurs, c'est toujours cool, et puis on peut garder contact si un jour on pourra peut-être refaire un autre podcast ou Ben autre, on oui, sait tout à fait. jamais, Oui, ça tout à pourrait fait. être super L'heure a sympa. passé très, très vite. Fait que je pense qu'on pourrait continuer à parler encore longtemps. Alors, n'hésite pas à me faire signe si tu veux qu'on fasse un tome 2. Bah, on verra des retours, mais je pense que les gens vont aimer. Bon, écoute, Parfait. je vais pas te prendre plus de temps, ça fait pile 1 heure, il est 19 h en France. Exact. Il est 13 h à Montréal. C'est Et bon, je retourne au travail. bah, écoute, bon après-midi et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify, et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.